Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et merci d'être toujours à notre écoute et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La situation politique au Niger continue d'alimenter l'actualité dans la sous-région ouest africaine ou encore dans le monde. La CEDEAO a repoussé samedi une réunion prévue à Accra au Ghana pour le déploiement de sa force en attente pour rétablir le président Bazoum. L'option militaire au Niger est la meilleure solution, c'est l'interrogation qui retiendra notre attention jusqu'à 8 heures. Et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Dr Ekoye Adaye, il est le président du mouvement politique panafricain Alaga. Docteur, bonjour. Bonjour, cher Lambert. Je salue vos auditeurs. Alors, les auditeurs, auditrices de Nana FM, vous aurez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à NANEF. Alors, docteur, avant d'aller au Niger, nous allons parler un peu de l'actualité politique dans notre pays. Samedi dernier, l'Union des Forces de Changement, UFC, était en assemblée. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et puis, quelle appréciation vous faites de la situation? Oui, en effet, l'UFC a fait un congrès. J'ai été mis au courant le jour d'avant, c'est-à-dire le 11, pour le 12. Et vous savez que la position qui fut la mienne était celle de la médiation entre les deux blocs qui étaient en conflit. Et nous avons tenu à ce qu'il y ait une unité afin que le congrès soit statutaire, c'est-à-dire unitaire. Mais finalement, il y a eu des manœuvres dans le camp du maître Romaro et ils se sont acheminés avec d'autres militants et d'autres responsables vers un congrès. Et voilà, c'est ce que vous avez vu le samedi. Donc, je ne suis pas du groupe. Et vous savez bien que même pour le congrès du 20 mai, qui a été avorté, je n'étais pas du groupe, c'est-à-dire je n'étais prétendant à aucun titre au sein du bureau directeur qui allait naître. Donc, vous voyez plus ou moins ce qui est ma position vis-à-vis de l'Union des Forces de Changement. C'est un accompagnement du président national et qui avait un début et qui a une fin. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a toujours les deux blocs, ce qui veut dire que la division est toujours au sein de l'Union des Forces de Changement. Oui, il y a une ligne de division. D'après mon analyse, il y a deux niveaux de fracture. Le premier niveau est idéologique. Depuis l'accord signé avec le RPT devenu UNIR, il y a eu une division au sein du parti entre ceux qui ont considéré que l'accord était une manne dont ils devaient profiter, en oubliant les intérêts immédiats et vitaux du parti, en tant que parti politique. Et il y a d'autres qui sont restés dans la pensée conservatrice, en imaginant UNIR comme étant juste un partenaire. Donc il y a eu cette fracture idéologique au sein du parti que le président Guil a toujours cherché à concilier. Mais ce n'est pas facile. La deuxième fracture, elle est d'ordre humain. Il y a des personnes qui, entre-temps, se sont marchés dessus et qui ne se sont pas pardonnées. Et qui ont considéré leur vivre ensemble comme étant incompatibles. Voilà les deux lignes de fracture qui ont consommé la division au sein du parti. Mais dans tous les cas, il y a une tendance qui est réputée proche d'UNIR, qui serait une aile marchande d'UNIR. Ce que certains militants ne peuvent pas accepter. Et il y a une autre tendance qui est considérée comme étant encore fidèle aux idéaux, n'est-ce pas, indépendantiste, et qui serait aujourd'hui sans congrès, qui n'a pas été associé au congrès. Donc chacun de faire un peu sa lecture de la situation. Alors, le président est reconduit à la tête du parti, ce qui peut être une voie pour amener à la résolution de la crise. C'est possible. Dans tous les cas, dans les deux camps, le maintien du président national à la tête du parti n'était pas discutable, n'était pas en discussion. Il était toujours président. C'est juste là, le reste de la composition du bureau, ceux qui auront du pouvoir après le président, c'est là où il y avait des discussions entre le ministre Orine, Maître Romao et d'autres hauts responsables du parti qui avaient pris des positions plus ou moins antagoniques. Alors, je le disais dans mes mots introductifs que la situation politique au Niger continue d'alimenter l'actualité dans la sous-région ouest africaine et dans le monde entier. Aujourd'hui, que représente le Niger? D'abord pour la région ouest africaine et puis le monde. Vous savez, le Niger est un pays dont la position
En géopolitique, on considère d'abord les vertus anthropologiques physiques du territoire. Si vous prenez le Niger est frontalier avec 7 pays. On peut considérer le Niger comme le cœur de la sous-région ouest africaine. Si on ferme l'espace aérien du Niger, au lieu de faire les 6 heures que nous faisons pour aller à Paris, nous en ferons entre 13 et 14. Parce que tous les vols devraient contourner presque toute la zone sahélo-sahélienne. Et d'abord, ça pose un problème de mobilité internationale. Ensuite, le Niger est, disons, la réserve de l'uranium qui alimente non seulement la France, mais d'autres pays européens. Le Niger est aussi aujourd'hui une réserve de pétrole et de gaz. Et on considère que le Niger a des gisements qui ont 400 années, 4 siècles de vie. Alors, si vous considérez un peu la situation de ces pays, de nos pays vis-à-vis de l'Europe avec laquelle nous avons des relations privilégiées, commerciales et privilégiées, vous comprenez que le Niger est un enjeu colossal. Et le Niger a aussi une particularité, il est le seul pays en Afrique qui abrite 4 ou 5 bases militaires de pays étrangers. Les bases militaires sont en géopolitique un indicateur des intérêts majeurs des puissances qui les ont mises en place. Vous voyez, les États-Unis sont là. Et vous avez l'Italie qui est là. D'ailleurs, l'Italie est en train de chercher à rapatrier son matériel militaire. Vous avez la France qui est là. Vous avez l'Allemagne qui est là. Vous avez d'autres pays encore de l'Europe, ce que vous n'auriez peut-être pas imaginé, de l'Europe du Nord, qui avaient leurs militaires sur le terrain. Voilà un peu tous les intérêts importants de tous ces pays qui sont concentrés dans le Niger. Le Niger qui bascule dans les mains d'autorités qui ne sont pas favorables à la France, ça pose un problème pour l'Europe. Et comme c'est vital, il y aura une réaction. Vous avez bien appris que Emmanuel Macron a convoqué un conseil militaire, un conseil de défense. Et si vous convoquez un conseil de défense, c'est que la situation est stratégique pour vous. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, grosso modo, sur la situation du Niger. Alors, aujourd'hui, la CEDEAO prévoit une opération militaire où l'option militaire est toujours sur la table. Est-ce la meilleure des solutions pour une sortie de crise? Non, l'option militaire n'est jamais la meilleure solution. Parce que l'option militaire, c'est lorsque la politique a atteint ses limites. Hein? On dit souvent, et aujourd'hui, l'auteur de cette citation est connu de tous, que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Raymond Aron, lui, il dira le contraire, que la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Vous voyez un peu, si on arrive à la guerre, c'est que on a terminé avec les voies diplomatiques, politiques, ainsi de suite. Et ceux qui font l'apologie de la guerre au Niger, qu'ils fassent attention. Je parle même des populations, certaines populations qui pensent que c'est l'heure de la grande confrontation. Attention, parce qu'un conflit au Niger avec 7 pays frontaliers sera une catastrophe dans toute notre sous-région, même vers les États côtiers. Parce que les États côtiers sont mobilisés pour le ravitaillement du Niger et des troupes qui seront en mouvement. Vous savez, les pays comme le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire ont des ports. Et ce sont ces pays, à partir de ces pays, que le matériel, même la nourriture, s'achemine de la mer vers les pays enclavés. Alors, il n'y aura pas de différence entre un régime de gouvernance alimentaire ou de développement et un régime d'économie militaire. Parce qu'on demandera au Bénin, au Togo, au Ghana, à la Côte d'Ivoire, de faire disposer leurs espaces terriens, terrestres, aériens, pour le déplacement de matériel militaire de troupes. J'ai même appris, parce que ça a été publié par Intelligence Africa, qui est une revue de stratégie, qui dit que le Togo aurait refusé que son espace aérien soit utilisé dans le cadre d'un conflit armé au Niger, ce qui aurait fait grincer des dents au président Alassane Ouattara d'une part et au président Macky Sall de l'autre. Et nous sommes d'accord avec la position de notre pays. On ne peut pas servir de pont pour alimenter une guerre. Vous savez, il y a des Aoussa ici au Togo. Et au-delà de tout ça, le Niger, c'est un pays frère. Vous voyez bien que l'option militaire n'est pas à retenir. Et dans tous les cas, il y a aujourd'hui un débat qui va se poser sur
le blanc-seing que l'on donne toujours aux chefs d'État quand ils prennent le pouvoir. C'est-à-dire, le fait d'avoir mobilisé des populations, des partenaires politiques, de l'argent pour gagner une élection présidentielle n'est pas un chèque en blanc pour gouverner comme on veut. Il y a des fonctions vitales pour le pays et pour les populations qu'aujourd'hui on doit exiger des chefs d'État, qui doivent garantir. Parce que si vous ne garantissez pas, vous risquez que l'on vous dépose. Maintenant, le fauteuil présidentiel ne peut plus être, et ça fait partie des débats à venir, ne peut plus être un reposoir ou une situation de jouissance aux dépens des intérêts des populations. Non, il faudrait maintenant, quand vous êtes élu président, que vous veillez à la sécurité de vos citoyens, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, tous les besoins de base qui réduisent, dont l'absence réduit la résilience des populations. Aujourd'hui, on a découvert avec le terrorisme que la plupart des zones transfrontalières qui ont été investies par ce phénomène présentent une caractéristique de l'absence de l'État. Il n'y a pas l'État, il n'y a pas la poste, il n'y a pas le commissariat, il n'y a pas de marché, il n'y a pas les services qui définissent la présence de l'État dans ces zones. Ce qui fait que les djihadistes ou les terroristes, comme vous voulez les appeler, ils recrutent très facilement des populations, des jeunes contre l'autorité de l'État. Et voilà les fonctions vitales auxquelles les gouvernements doivent aujourd'hui s'atteler. Et je crois que les sociétés civiles doivent s'armer pour exiger des gouvernements aujourd'hui maintenant que ces services vitaux soient, n'est-ce pas, garantis. Et si un gouvernement, au nom d'accords internationaux qu'il a signés avec l'étranger, il n'arrive pas à garantir ces services, il sera obligé de dénoncer ces accords. Et si vous ne les dénoncez pas, les gouvernements vont tomber un à un. Parce que nous sommes en train de rentrer dans une autre vague. Alors, docteur, aujourd'hui, on constate que dans ces pays, comme au Niger, la population soutient les poutistes au pouvoir à cause des sanctions prises contre ces pays. Alors, est-ce qu'il faut dire à un moment donné que, bizarrement, les poutistes sont en train d'être légitimés à cause des sanctions qui sont prises contre ces pays? Non, les populations ne supportent pas les poutistes à cause des sanctions. Parce que les sanctions sont postérieures au soutien populaire. Maintenant, les sanctions peuvent être un facteur supplémentaire de légitimation. Donc là, je vous comprends. Mais vous savez, le putsch du Niger a reçu tout de suite l'ascension du peuple. Et quand je parle du peuple, je parle de la portion la plus significative de tout peuple, qui est l'armée. Parce que n'oublions pas, l'armée n'est pas hors du peuple. L'armée a rallié la garde présidentielle nigérienne, tout de suite. Et quand l'armée a rallié le putsch, les populations ne peuvent faire rien d'autre que de soutenir. Et de toutes les façons, la gouvernance de Bazoum était problématique à beaucoup d'égards. Et du coup, c'est là que je dis, quand vous gouvernez mal, et vous avez un peuple qui n'a pas de moyens pour vous la rendre, vous pensez que vous êtes puissant. Mais si vous avez un peuple qui veut mobiliser des moyens contre vous, à partir de sa partie la plus importante qu'est l'armée, vous serez obligé d'être mis au pas. Donc, il faut gouverner, il faut bien gouverner. La science politique, c'est pour le bien des populations. Et on demande que les gouvernants possèdent la science politique au profit de leur population. Donc, on ne peut pas avoir vécu des années 60 jusqu'aux années 2000 en alimentant le bien-être d'autres populations qui sont ailleurs, qui ne sont pas ici. Ben, les gens ici, au Togo, les populations au Togo, Bénin, au Ghana, dans nos pays, souffrent. On n'a pas de tramway. On n'a pas de services sociaux. Regardez un peu comment les émigrants sont nombreux. Avec tout le respect que j'ai pour la classe des émigrants, que je respecte beaucoup, parce que de temps en temps, les nuits, quand il n'y a pas de trafic, je fais aussi des tours en ville. Mais ce n'est pas normal. La santé, les gouvernements font des efforts, mais la santé pose problème. Et il faut que ces problèmes soient résolus. Et si on a des accords qui nous empêchent d'avoir assez de finances, il faudrait qu'on commence par les dénoncer. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent maintenant intervenir, mais après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. L'option militaire au Niger est la meilleure solution pour une sortie de crise. C'est l'interrogation qui retient notre attention ce matin. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne à l'FM? Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour Pélé. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok.
Bonjour, Monsieur Pelé. Merci. D'abord, sur le plan national, c'est le congrès de l'UFC. Donc, vous étiez, vous avez participé, vous avez fait l'option de médiation, mais ça a échoué. Et pourquoi? Pourquoi ça a échoué? Et aujourd'hui encore, on a dit que c'est justice qui a pris la tête. Bon, donc, est-ce que c'est maintenant qu'on peut vous dire qu'il y a un problème? Donc, qui crée ce qui est le président, c'est le qui a formé son bureau. Alors, on se trouve maintenant le problème. Donc, il peut même encore, et ça, encore aujourd'hui, le chef de l'opposition. Pourquoi il y a encore problème? Deuxième point, c'est la lumière. Je pense que la police, ceux qui sont en train de faire de la police de la guerre là-bas, c'est la France, la direction de pouvoir. On a compris qu'aujourd'hui, les contrats coloniaux là, est-ce que si on ramène ces contrats coloniaux là et revoit ces contrats là, est-ce que ça ne serait pas pour la fin de la guerre? Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nobel. Oui, allez-y. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Oui, je crois que cette histoire de l'intervention militaire, c'est la situation la plus, je ne sais pas, bête que veut vivre ou bien veut créer le président. Ça dit que, comment est-ce que vous pouvez être sur un arbre et demander à vos cousins ou à vos petits frères de scier le tronc de cet arbre? Mais quand l'arbre va tomber, vous allez vous casser les bras et n'importe quoi, même mourir. Mais que les gens ne pensent pas que le Niger est une entité, un pays isolé, et que bon, on ira là-bas écraser les gens et puis on reviendra tranquille chez nous. Mais c'est une situation qui va emballer toute la région. Michel est toujours là. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, Monsieur Gado. Bon, monsieur, vous savez, moi je parle peu, mais très lourd. Ce que moi je propose, j'ai déjà me proposé. Transition. Et placer dans la carte politique, ça veut dire que c'est fini. Ou au cas contraire, si les chefs d'État se rassemblent encore dans un autre pays pour faire un plan pour aller attaquer le Niger, qu'est-ce que les militaires de ce pays vont faire? Ils vont les arrêter, faire un coup d'État, et tous les militaires dans leur pays prennent le pouvoir. Et puis la situation c'est fini comme ça. Si c'est un ensemble pour décider la guerre, on n'a qu'à faire un coup d'État là-bas. L'Assemblée tout à fait enfermée. Et les militaires de notre pays vont prendre le pouvoir. Et puis c'est fini. Mettez bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Monsieur Gado. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Didier. Monsieur Didier, oui, allez-y. Je n'ai pas suivi le tour au début, mais je voulais poser deux questions à votre invité Oui. et à ceux qui interviennent. Je voulais les demander, on a fait un coup d'État dans son pays. Pour eux, quelle doit être la réaction de la CEDEAO? Applaudir le coup d'État ou bien faire le contraire? Secondo, la crise principale. Nous avons une situation délétère au nord aussi et d'insécurité au nord. Si sous prétexte de ça, les militaires prennent le pouvoir au Togo, vous serez d'accord sur le coup? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Monsieur Didier. Alors, je pense que nous allons donner maintenant la possibilité à notre invité de répondre. Alors, docteur, vous avez suivi les uns et les autres. Pelé qui demande d'abord pourquoi la médiation au sein de l'Union des forces de changement a échoué. Ok. La médiation a échoué à cause des incompatibilités d'ordre humain. Et la question idéologique, on pouvait la concilier, on pouvait trouver une conciliation pour la question idéologique. Mais il y a des personnes qui disent que tant que tel est là, ils ne pourront pas être là. Donc, il y a cette exclusion réciproque des uns des autres. Et c'est une situation dont je ne connais pas la jeunesse. Parce que moi, je n'étais pas là lorsqu'il y a eu tout le processus d'amitié, d'inimitié et entre les uns et les autres. Mais c'est compliqué, parce que quand on vous raconte les histoires qui se sont passées par le passé, et que tel a dit ceci de tel, et pour ça, on ne peut pas le pardonner, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Il y a cette situation-là qui a rendu difficile et impossible la médiation.
Nous avons un autre auditeur. Avant de recevoir l'auditeur, toujours Pelé qui vous demande, aujourd'hui le président Jésus s'est reconduit à la tête du parti. Où se trouve encore le problème? Avant de répondre, nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Bonjour, monsieur Soli. Bonjour. J'ai deux préoccupations. Et la dernière fois, vous avez reçu un invité que j'ai posé la question et sa réponse ne m'a pas satisfait. Je parlais de la CDAO et j'ai dit ECOWAS que dans ce sigle, je ne voyais pas côté militaire de l'opération parce que je ne voyais que économie. Et le soubassement de la CDAO, c'est de prôner la paix au sein de ce groupe. Ils ont donné l'exemple du Libéria et de la Sierra Leone. Non, dans ces deux pays, il n'y avait pas coup d'État, il y avait une guerre civile. C'est pourquoi ECOMOG était parti en tant que force d'interposition et non en tant que force d'agression bien et de combat. C'est la première chose que je voudrais dire. Je ne sais pas ce qu'en pense notre invité. Oui. Deuxièmement, il a terminé tout à l'heure en parlant de dénoncement des accords. Effectivement, le jeune Traoré, dernièrement, a dénoncé la double imposition et qui se pratique sur les minerais dans son pays. Ce qui veut dire que les sociétés qui viennent exploiter les minerais au Burkina Faso ne paient pas les impôts au Burkina Faso, mais ça vont payer les impôts dans leur pays, ce qui n'est pas normal. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend le tour de Nina FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Michel qui est revenu, j'ai coupé là. D'accord. Mais vous savez que selon les règles de l'émission, nous... Je sais. D'accord, oui, allez-y. Il faut quand même que je dise pardon. D'accord, oui, allez-y. Oui, donc je voudrais dire tout simplement que, en réalité, ce qui se passe au Niger est c'est exactement la même chose dans nos pays. Et que la libération du Niger, d'abord, sera la libération aussi de nos pays, que les gens le sachent. Si les gens gravissent le bus, je crois que les présidents qui font la bouche et qui gravissent le bus, vous allez voir, peut-être qu'ils prendront leur famille et ils iront au front. Parce que les citoyens de ces pays n'iront pas à ce front-là. Moi, je suis certain. Parce que les gens ont compris maintenant les enjeux. Ou même regarder la situation du traitement minier dans ces pays-là. Mais c'est inadmissible, docteur. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Si c'est une famille, vous pouvez accepter ça. Moi, je dis, ça, c'est juste pour faire plaire à la France cette déclaration de guerre-là. Il n'y aura aucune guerre, mes frères. Merci. Merci à Michel. Alors, docteur Pelé qui vous demande, J.Christ Olympio est reconduit à la tête du parti UFC. Où se trouve encore le problème? Le problème, c'est qu'il y a maintenant un groupe qui est écarté, qui est exclu. Monsieur J.Christ Olympio devait toujours être le président. Il y avait une entente pour tout le monde dans le parti sur son maintien. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, il y a d'autres personnes qui auraient voulu rentrer dans le bureau, qui aujourd'hui ne le sont pas. Et je crois que ces personnes ne vont pas rester les mains croisées. Maintenant, ce qui est l'important, c'est de recoudre les morceaux qui sont déchirés. Et moi, j'espère tout le bien possible à ce parti. Alors, aujourd'hui, il y a Pelé qui pense que Pelé, Master Dido Gomé et puis Michel, qui pense qu'il faut revoir, dans la situation du Niger, il faut revoir vraiment les accords coloniaux. Oui, absolument. Je n'ai rien à ajouter, je suis d'accord avec eux. Mais ce que je peux dire, c'est que les Africains, les pays africains ne pensent pas qu'ils sont en mesure, de faire une guerre contre la France. Si quelqu'un pense, ou des gens pensent qu'ils ont des armées et qu'ils peuvent gagner une guerre mobilisée contre eux par la France, ils sont dans du leurre. Parce que vous n'avez pas idée de la puissance militaire de la France. Et on nous a dit, on a entendu que la libération, la deuxième phase de la décolonisation ne donnera pas lieu à un seul coup de feu. C'est plus une question de la force. Il suffit juste de poser les débats de façon transparente, ayant les sociétés civiles en soutien au gouvernement qui veulent entamer ces discussions. Vous ouvrez les négociations sur les accords. Et ces accords coloniaux,
sont différents de pays en pays. Hein. Les régimes sont différents. Donc chaque pays, chaque gouvernement, prenant le courage, son courage à deux mains, ouvre des négociations nouvelles avec la France, soutenues par ses populations. Ce n'est pas nécessaire que l'on tire un seul coup de feu. Et pourquoi je partage un peu ce qu'a dit le dernier auditeur, qui disait qu'il n'y aura pas de guerre, que la guerre n'est pas souhaitable. Il faut l'éviter. Alors, toujours lui qui pense qu'aujourd'hui le Niger n'est pas isolé, le pays fait partie d'un ensemble, le Niger fait partie d'un ensemble et que la guerre au Niger, comme vous l'avez si bien dit au début de l'émission, va embraser toute la sous-région ouest africaine. Oui, je partage également son avis. Déjà, vous avez 7 pays frontaliers. Oui, vous avez le Burkina qui est frontalier. Le Burkina est lié directement à la côte. Et alors, un pays comme le Togo est directement engagé. Mais vous avez déjà entendu parler de cet accord que l'on demande, de cette autorisation que l'on demande au gouvernement togolais de l'Est. Mais vous savez, la guerre du Biafra, le Togo était une des bases pour l'alimentation de la guerre au Biafra. On ne peut pas faire de guerre dans des espaces enclavés sans passer par les espaces qui ont accès à la mer. C'est une guerre qui va embraser toute l'Afrique. Et il y aura des réfugiés partout, même au Togo. Beaucoup de personnes partiront. Ils iront où? Donc, le scénario de la guerre, c'est un gros piège que les pays occidentaux tentent ou placent aux pays africains. Si vous acceptez cette guerre, ce sera une rétrogradation de l'Afrique occidentale à près de 80 ans en arrière. 80 ans en arrière. Il faut éviter. C'est l'occasion jamais imaginée que l'on pourrait donner aux pays qui ont des intérêts dans notre espace. Ils vont faire, eux, ils s'en foutent. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Ils s'en foutent de ce qui restera après. Ils feront la guerre, ils saccageront. Et puis vous savez, la guerre, il y a différentes gradations dans la guerre. Si vous faites une guerre comme celle que les Américains ont fait au Vietnam, ou ils ont fait en Somalie, et ils ont perdu, c'est parce que c'est une guerre de faible intensité. Maintenant, les Européens, eux, ils font plus de guerre avec mort. Leur idéologie, c'est la guerre sans mort. SANS. C'est une guerre où ils ne font que du pilonnage. Aviation militaire. Et avec des drones. Ils ne mettent plus les hommes sur le terrain. S'ils font ça au Niger, ils vont embraser tout le Niger. Avec quelques morts seulement européens. Ou bien, je ne sais pas trop qui seront les combattants qui viendront. Mais il n'y aura pas de mort de leur côté. Et si on le fait, alors c'est un appel aux sociétés civiles. Dites non à cette guerre. Le Nigeria a marché la dernière fois. Vous avez vu, les Aoussa, ils sont 70% d'Aoussa au Niger. Et ils ont fait comprendre à l'État nigérian que s'ils avalaient ce conflit, ils vont faire la sécession du Nord. Vous imaginez un peu, ce sont des occasions inouïes que l'on offre à ces pays impérialistes qui de toujours ont voulu saucissonner le Nigeria, ont voulu saucissonner le Cameroun, ont voulu refaire les frontières en Afrique occidentale. Donc il faut éviter tout conflit au Niger et gérer la question par la diplomatie. Et là, je réponds à un auditeur qui me posait la question, savoir s'il y avait un coup d'État au Togo, parce que le Nord est aux prises avec le terrorisme et que l'armée prenait le pouvoir. Alors, écoutez. Est-ce que vous allez applaudir? Mais mon avis personnel ne compte pas. Moi, je suis un analyste. Mais qu'il sache que ce n'est pas parce qu'il y a un coup d'État et que les militaires prennent le pouvoir qu'il faut faire la guerre dans le pays, qu'il faut embraser le pays. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc, toute situation a une solution, d'abord d'ordre diplomatique. Il faut trouver une solution diplomatique. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Togo en 2005? Il y a eu des troubles. On a arrêté, on a apaisé la situation. Et on est passé par des élections. Même si beaucoup ont contesté l'élection du chef de l'État, mais la diplomatie régionale a accepté. Parce que c'est la meilleure solution pour la paix. Et allez parler un peu avec les Congolais de l'Est. Ils vous diront ce que c'est que la guerre. La guerre, on le redit, n'est jamais une solution. Et lorsque vous quittez la guerre de basse intensité et vous rentrez dans les conflits de haute intensité, c'est la catastrophe pour tous les scénarios que vous auriez à imaginer. C'est la catastrophe. Alors, M. Garou qui demande à la CEDEAO de faire une transition au Niger, de proposer une transition au Niger. Non, s'il s'agissait seulement de la CEDEAO, il y aurait une transition. C'est la formule consacrée. Le problème, c'est que derrière la CEDEAO, il y a des puissances qui ont des intérêts, qui ne veulent pas entendre parler. Parce que
ils se disent, après il y aura des négociations et la situation sera entérinée. La situation où eux, ils perdent leurs intérêts sera entérinée. Et donc, c'est eux qui sont derrière et qui sont en train de titiller les chefs d'État, qui ont les mains liées, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de pouvoir, qui ont les mains liées et qui ne peuvent pas dire non lorsque, par exemple, l'Élysée dit « faites ceci ». Vous voyez un peu les relations entre la France et le Sénégal, entre la France et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du tout comme les relations entre la France et le Togo, attention. Il y a quand même un effort d'équilibrisme et de nuance de la part de la diplomatie togolaise, même vis-à-vis de la France. Donc là, vous vous trouvez dans une situation où un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a 41% de la masse financière dans la zone franc, ici chez nous, qui est en accord avec Paris, qui reçoit des injonctions, qui les fait exécuter. Vous avez la même chose avec le Sénégal. Nous sommes désolés, mais on doit le dire. Et quand vous avez ces deux pays qui ont une voix prépondérante, et ils diront toujours ce que la France dit tout bas. Ils diront tout haut. Voilà le problème. Alors, Mas Dadido Gomi qui pense que dans la CEDEAO, il n'y a rien de militaire. Dans les prérogatives, tout ce qui était, c'est de l'économie, c'est d'amener les pays à l'intégration économique. Voilà. Oui, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Effectivement, la CEDEAO n'est pas une organisation de sécurité collective. C'est ce que les Sénégalais veulent. Parce que le Sénégal voudrait que la CEDEAO devienne une alliance, une organisation de sécurité collective. Bon, mais actuellement, c'est l'intégration économique, c'est le bien-être, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Et il n'y a pas de dispositions qui permettent qu'un pays de la CEDEAO attaque un autre militairement. Il a raison. Justement, l'appel à la guerre est une mesure exceptionnelle qui est anti-statutaire, qui n'est pas prescrite dans les statuts de la CEDEAO. L'acte constitutif, pas du tout. Les deux protocoles que nous citons, le protocole pour la démocratie et ensuite le protocole pour la bonne gouvernance, celui sur la bonne gouvernance, la démocratie, et celui sur les mesures de convergence pour les droits de l'homme, on ne parle pas d'intervention militaire. Pas du tout. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Mais dans ce cas, je crois que le Niger est après tout un État juridiquement souverain. Et il faut laisser les Nigériens réfléchir à leurs problèmes internes. Vous avez toute l'armée qui est pour le putsch. Les populations qui sont... Maintenant, il y a une partie, parce que j'entends parler d'un conseil de résistance, il y a une partie aussi qui serait pour Bazoum. Mais la grande majorité, quand l'armée rallie le putsch, vous allez gouverner. On remet Bazoum au pouvoir, gouverner avec qui? Avec quelle armée il va gouverner? Il pourra plus gouverner. Il faut laisser les Nigériens résoudre leurs problèmes. Et surtout, pas de coup de feu. D'ailleurs, nos militaires se sont habitués pendant des décennies à ne pas faire la guerre. Et beaucoup de militaires même ne veulent plus faire de guerre. Et c'est la raison pour laquelle Bazoum disait que les terroristes sont plus aguerris que les militaires. Parce que les militaires, maintenant, ils pensent à leurs femmes, ils pensent à leurs enfants. Alors que, normalement, dans la théorie, le martial, il ne doit pas avoir de lien, ce genre de lien. Il doit seulement penser à la défense de son pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne fait pas de guerre en Afrique. Les Africains ne font pas de guerre facilement. Ce qui se passe, c'est les oppressions de pouvoir contre leur population. Parce que là, c'est le rapport de force, classe sociale. Pour trouver un peu la théorie marxiste, vous comprenez. Mais qu'un État africain, le Ghana, s'arme contre la Côte d'Ivoire, qui est une guerre interétatique, on ne fait pas ça ici en Afrique. Et donc, les armées ne sont pas habituées à ça. Elles ne sont même plus habituées à la lutte antiterroriste. On a dû faire des stages aux militaires pour les repréparer. Ils sont plus finalement habitués à la répression de populations civiles ou au contrôle des populations civiles qui ne sont pas des populations martiales. Et voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles on pense que les terroristes prennent souvent le dessus. Parce qu'ils sont plus aguerris. Ils font la guerre, ils ont fait la guerre en Syrie, en Libye, au sud de l'Algérie, partout. Ils tirent tout le temps. Et ils connaissent ces techniques. Les militaires, ils doivent faire un peu d'effort pour pouvoir, n'est-ce pas, et puis agir sur le nombre. Maintenant, dans cette situation, que voulez-vous que nous fassions? Le Nigeria ne fera pas de guerre. Le Burkina ne fera pas. Le Mali, lorsque le Mali menace, ce n'est pas le Mali. Il y a des puissances derrière le Mali qui ont juré faire de la France une puissance mineure. Qui ont juré que dans 20 ans, la France sera la colonie de ces colonies. Et les gens, les politiques qui ont dit ça ne sont pas des enfants de cœur. Et c'est ce qu'ils font depuis un bon moment. Et je crois que la France ne pourra pas résister si elle se met de nouveau encore à dos
les populations ou les États africains qui pendant des décennies l'avaient soutenu. Et Houphouët-Boigny disait entre-temps, mais gérez bien, n'est-ce pas, les populations qui sont sous votre pouvoir, pour que quand vous serez dans le besoin, elles puissent vous soutenir. On a mis l'Afrique sous asphyxie. Les Africains disent, non, ôtez la barre, on n'arrive plus. Les populations croissent, la démographie avance. Regardez un peu comment Lomé a changé de dimension en quelques années. Mais il n'y a pas l'urbanisation qui accompagne. Les gens font des enfants, nous sommes nombreux, les ressources sont insuffisantes. On demande à nos partenaires, mais vous pompez trop les ressources. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre parce que eux, ils ont des populations qui doivent manger du chocolat, qui doivent aller faire du ski, qui doivent aller grimper les montagnes, qui doivent jouer au football, qui doivent faire plein d'activités qui n'apportent rien, qui démontrent d'ailleurs que pour ces gens, il y a d'autres qui travaillent. Mais si vous voulez faire cette vie, alors qu'ici, on a des besoins, on finira par vous renverser. C'est ce qui se passe. Mais prenez un peu la situation. On parle de la démographie galopante et des besoins qui sont en croissance. Emmanuel Macron dit que notre problème, c'est que nous faisons trop d'enfants. Et donc, la solution pour lui, c'est de stériliser, c'est de réduire la démographie, parce que comme ça, l'Afrique devient une variable d'ajustement de leur bien-être. Cette situation, les gens en ont marre. Disons merci au docteur Kouigada, président du mouvement politique panafricain Alaga. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je suis Robert Douadi. Bonne suite de nos programmes.